Merci d'être avec nous. Et puisque cette émission s'appelle Les Enfants de la République, la même question qui est posée toutes les semaines aux invités. Qu'est-ce que représente la République pour vous, Patrick Caner ? Un modèle qu'on respecte, un modèle de vie en société, un modèle qui permet à chacun de pouvoir progresser, de pouvoir exister, de pouvoir être aussi respecté si on respecte les lois et les règles de la République. Alors, on va parler de vous, Patrick Caner. Vous êtes fils d'émigrés juifs polonais ayant fui les pogroms, c'est du côté de votre mère, et le nazisme du côté de votre père. Est-ce que ça a compté pour vous ? Est-ce que ça compte pour vous, cette filiation ? De plus en plus. Oui, pourquoi ? De plus en plus, parce que pendant très longtemps, mes deux parents sont malheureusement maintenant décédés depuis pas mal de temps, mais ils ne parlaient pas de cette période. Et c'est en allant chercher les archives, en découvrant des documents, que je me suis rendu compte de cette histoire extraordinaire. Le petit Patrick Caner, et voilà, c'est un immigré qui a réussi, on verra bien peut-être, mais c'est surtout quelqu'un à qui on a non pas caché, mais à qui on a omis de dire, non pas la vérité, mais de dire tout simplement les malheurs que mes parents ont pu connaître dans leur jeunesse. Un exemple très concret, mon père est né à Ludwigshafen, dans la Sarre. Il a quitté vers 13-14 ans. Donc en Allemagne. En Allemagne, de nationalité polonaise. Il a quitté l'Allemagne, donc il parlait allemand. Avant, il n'a jamais parlé polonais, il parlait allemand, tout simplement. Et yiddish, bien sûr. Et il n'a jamais voulu parler allemand avec nous, avec ses deux enfants, ses deux fils. Il parlait allemand avec ses sœurs. Donc j'ai une très bonne oreille allemande, mais je n'arrive pas à parler allemand, enfin je pourrais m'y remettre en tant que tel, mais il ne voulait pas. Il y avait une sorte de rupture psychologique avec cette période terrible pour ma famille. Rupture psychologique. Alors vous parliez le yiddish à la maison, Patrick Caner ? J'entendais le yiddish, on ne parlait pas vraiment le yiddish parce qu'il voulait absolument que nous parlions français. C'était comme ça. Mais c'est resté dans votre mémoire. Voilà, en ce début d'année, on peut dire Agitio, Agezinteio, ça c'est sûr, ça je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Mais vous comprenez encore quand on parle yiddish ? Abissel, mais vous comprenez quand même. Oui. Hein, vous pourriez parler yiddish avec des gens qui parlent yiddish. Il faudrait que je m'y remette. À New York, par exemple, vous pouvez parler yiddish. En Israël, vous pouvez parler yiddish. On peut parler yiddish, effectivement. Et vous avez gardé des notions de yiddish, donc ? J'ai gardé des notions de yiddish, et surtout sur les plats. Les plats yiddish, voilà, Leikes, gefilte Fisch et le Käskirchen, ça j'aime beaucoup. Vous aimez beaucoup, vous mangez toujours ça ? Alors, de moins en moins, parce qu'il n'y a plus beaucoup de bons restaurants. Il n'y en a pas beaucoup, et à Lille, je ne sais pas, mais à Paris, à Lille, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui restent. À Lille, c'est très... Voilà, on a malheureusement plus de restaurants en cette capacité, en tout cas pour les Ashkenazes. Alors, ce que vous avez rappelé à plusieurs reprises, c'est que votre mère a porté l'étoile jaune à Lille, et que votre père, qui avait fui l'Allemagne nazie, a rejoint la résistance. Oui, ma mère est née à Lille, dans une des rues les plus pauvres de Lille, du quartier Saint-Sauveur, qui n'existe plus maintenant, même si, de manière assez extraordinaire, j'habite dans un immeuble qui est quasiment la perpendiculaire de cette rue qui n'existe pas. Voilà, c'est le hasard de la vie, puisque je suis encore lillois, je suis un vrai ch'ti, comme dirait l'autre. Et ma mère a porté l'étoile jaune. Ils sont partis, à mon avis, début 42. Ils ont évité les rafles. Ils sont allés directement entre le Tarn et Garonne, à Montauban. À Montauban. Et alors, Montauban, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire là-bas. Enfin, d'extraordinaire. Un souvenir. Votre famille a côtoyé la famille Cohn-Bendit. Oui, alors déjà, beaucoup de familles juives étaient à Montauban, réfugiés. Ils ont fui. Et effectivement, ils étaient très très proches de la famille Cohn-Bendit. Et Daniel, d'ailleurs, Cohn-Bendit, est né à Montauban lui-même en 1944. Et alors, l'antisémitisme, est-ce que vous l'avez rencontré après la guerre ? Vous étiez un jeune, votre jeunesse, votre enfance, c'était les années 60. Et donc après étudiant, vous avez connu la politique, vous êtes engagé dans la politique dès l'âge de 17 ans. L'antisémitisme, est-ce que vous l'avez connu ? Non. Jamais ? Jamais. J'ai toujours eu peur, puisque j'ai été candidat sur mon nom à de nombreuses reprises, donc des affiches, Patrick Caner, votez Patrick Caner, le meilleur naturellement. J'ai toujours eu peur, un jour, d'avoir des croix gammées, des étoiles, des insultes. Ça n'a jamais été le cas, et pourtant je n'ai jamais caché ma judéité. Voilà, donc j'ai envie de dire tant mieux, pourvu que ça dure, parce que ma vie politique n'est pas terminée, mais je n'ai jamais souffert d'attaques antisémites, alors que d'autres, dans d'autres territoires, l'ont subi. Donc voilà, est-ce que c'est un pur hasard ? Je ne sais pas comment l'expliquer, sincèrement. Alors vous êtes engagé à gauche, est-ce que c'est parce que le Nord, Lille est une ville et un département une région de gauche,
ou c'est autre chose? Je crois que ce serait un peu un raccourci que de dire que parce qu'une région est de gauche, c'est des régions de gauche qui parfois basculent au Front National. Alors, Front National, et aussi voilà. Front National, puisque Marine Le Pen est quand même est en tête, enfin est élue de cette région. Elle réalise des scores très importants. Elle a réalisé des scores très importants à la présidentielle. Mais cet antisémitisme d'une partie de la gauche de la gauche, obnubilée par la haine et la délégitimation d'Israël. Ça vous parle, ça, quelque part? Oui, bien sûr. L'antisionisme poussé jusqu'à bout, c'est finalement l'impossibilité pour des Juifs d'avoir un État. Et donc, on touche à autre chose. On le sait bien. J'ai toujours, moi, dénoncé cela, et notamment tout ce qui touche à BDS, tout ce qui touche au boycott. Je suis toujours opposé. Mais je ne l'ai jamais fait, finalement, comme Juif. Je l'ai fait comme citoyen engagé français, respectueux de ses racines, mais je n'ai jamais mis en avant, pour être clair, ça va peut-être un peu vous choquer, mais je n'ai jamais été le juif de service. Non, mais c'est tout à fait loyable. Même si, y compris au conseil municipal de Lille, quand par exemple, celui qui était le président de la communauté juive de Lille, Charles Sulman, qui est un homme connu dans la communauté française, a représenté ès-qualité la communauté, comme d'autres pouvaient représenter la communauté catholique ou la communauté musulmane. Moi, j'ai toujours été reconnu comme, d'abord, socialiste, avant, quelles que soient mes origines. Encore une fois, que je n'ai jamais mis de côté. L'islamo-gauchisme, ça vous parle? Oui, c'est quoi pour vous? C'est sûrement la dérive la plus inquiétante de ces dernières années, qui, sous prétexte de défendre les plus faibles, ceux qui pourraient être, entre guillemets, maltraités par la République, eh bien, finalement, on aboutit à une forme d'extrémisme et de populisme, mais surtout de rejet, finalement, du vivre ensemble, en poussant les feux jusqu'au bout, c'est-à-dire de considérer que quelqu'un pourrait être supérieur à l'autre parce qu'il serait de cette origine-là. La République, c'est la négation de tout cela. La République, c'est le vivre ensemble, chacun à sa place. Quand vous dites de cette origine-là, ça veut dire quoi? De cette origine-là. Quand vous dites serait supérieur à l'autre parce qu'il serait cette origine-là. Parce que, si vous voulez, moi je considère que quelle que soit l'origine, quelle que soit sa religion, quelle que soit son ethnie, quelle que soit la couleur de peau, nous sommes des enfants de la République. Le seul problème, c'est que parfois la République traite différemment ses enfants. Et ça, c'est une difficulté que nous devrons traiter, y compris d'ailleurs dans les prochains mois, parce que quand la loi séparatisme va arriver, qui est une loi essentiellement régalienne, je dirais sur l'autorité de l'État, moi j'aimerais qu'on explique à un moment donné et qu'on se batte pour que celles et ceux qui aujourd'hui se sentent mal aimés de la République, parce que parfois la République ne leur donne pas toutes les chances, ce qu'elle m'a donné à moi, je le dis très simplement, ces enfants-là de la République, il faut qu'ils puissent avoir des réponses. Et on va en parler dans quelques instants. L'islamisme, puisqu'on parlait d'islamo-gauchisme, islamisme, c'est un nouveau totalitarisme, Patrick Kanner? En tout cas, c'est un engagement politique qui aboutit à la négation des droits des autres. Une idée qui considère que elle est supérieure aux autres et qu'aucune place ne peut être réservée au débat démocratique, effectivement, c'est l'utilitarisme. C'est une forme de fascisme nouveau. Et quand ce fascisme se traduit avec, entre guillemets, des forces presque armées, structurées, et on l'a vu au travers du djihad, c'est un danger pour ce que nous représentons, à savoir la tolérance et le vivre ensemble. Tolérance et vivre ensemble. Jean-Luc Mélenchon, il a été votre camarade de parti. Oui. Comment vous... Il y a longtemps. Il y a longtemps, oui, il y a très longtemps. Enfin, il y a quelques années, en tout cas, il n'y était plus. Il n'y est plus depuis quelques années. Comment vous jugez son cheminement? Est-ce que vous considérez que son parti est rattrapé par l'islamo-gauchisme dont vous parliez il y a quelques années? Il s'en défend. Mais il y a les paroles et les actes. Je n'ai pas participé, ni mon parti, et encore moins le premier secrétaire du PS, à la fameuse manifestation contre l'islamophobie. Oui. Dite contre l'islamophobie, et on sait ce que ça a donné au bout du bout. Nous n'avons pas participé. Il y a participé. Il semblerait le regretter aujourd'hui. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je considère qu'il ne fallait pas être présent à ce moment-là à Paris. Et si mon parti avait appelé à défiler,
je ne vous cache pas que ça m'aurait posé de vrais problèmes. Vous auriez quitté ce parti ? Ça m'aurait posé des problèmes de conscience. En tout cas, votre parti n'a pas manifesté. Il y a eu depuis des paroles fortes d'ailleurs d'Olivier Faure par rapport à la laïcité. On en reparlera tout à l'heure. Alors, je voudrais vous citer Patrick Haner. En juillet 2015, vous êtes alors ministre et vous vous exprimez à la synagogue de Lille. Vous expliquez ce qu'implique pour vous d'être un juif engagé. Je vais vous citer. C'est, disiez-vous, se comporter avec éthique, être d'une irréprochable observance de la morale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Traduisez-nous ça. Ça veut dire tout simplement que quand on a l'histoire qui est la nôtre, si vous vous rappelez celle des pogroms, celle de la Shoah, celle j'ai envie de dire, une volonté de nous détruire parce que juifs, nous devons avoir montrer cette exemplarité et aboutir finalement à non pas un respect, non pas une admiration, mais faire que par notre attitude, par notre probité, par l'engagement d'un juif dans la société, eh bien finalement nous soyons considérés comme des citoyens à part entière, parce que je ne veux pas de quotas. Je vous ai dit, je n'ai jamais été le juif de service en politique. Je veux être reconnu pour ce que je suis. Et pour être bien reconnu, autant être valeureux. Et vous disiez aussi, de juillet 2015, synagogue de Lille, être juif engagé, c'est être laïque. Oui. C'est de faire cette part des choses. C'est cette fameuse phrase d'Alcide Briand qu'on évoque en permanence. La République, la loi protège la foi, à condition que la foi ne vienne pas se substituer à la loi. Je crois que tout est dit dans cette simple phrase qui a alimenté l'exposé des motifs de la loi de 1905. La laïcité est une formidable richesse, c'est quelque chose qui n'existe qu'en France, en tout cas à ce niveau. En tout cas, c'est le modèle français. C'est à la base du modèle français et qui doit éclairer. Qui est critiqué d'ailleurs aussi bien dans les pays musulmans que dans les pays anglo-saxons. Oui, parce qu'ils n'ont pas la même conception, mais à la limite, qu'on soit critiqué ne me dérange pas si on considère que nous sommes, dans le bon droit et le moyen, finalement, de faire vivre, de faire cohabiter des religions, à condition que celles-ci soient respectueuses de la République. Moi, je suis toujours admiratif quand il m'arrive de temps en temps, rarement, je l'avoue, d'être le samedi matin à la synagogue, souvent pour des manifestations religieuses annuel, quand à Rosh Hashanah il y a la prière pour la République, je me dis voilà un formidable exemple de respect du vivre ensemble. Vous vous souvenez de votre bar mitzvah ? Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé ? Très bien. Très bien. Parce que vous êtes laïque, mais quand même, oui, vous avez fait votre bar mitzvah. J'ai fait ma bar mitzvah. Je respecte la religion de mes parents, qui est aussi ma religion. Je respecte les fêtes, sûrement pas en juif respectant la cacheroute, pour être très clair. Mais ma bar mitzvah, oui, et d'autant plus que j'ai toujours gardé un petit livret de tribune juive où ma bar mitzvah est citée par le rabbin de l'époque, qui est devenu d'ailleurs grand rabbin de Marseille, aujourd'hui décédé, sauf erreur de ma part, le rabbin Ouaknin, dont les fils sont bien connus en tant que tels, qui étaient mes amis. À l'époque, ils étaient lillois, où ils disaient que j'avais chanté, puisque je suis chanteur. Ah oui. Peut-être pas évoqué. Mais peut-être qu'à la fin de l'émission, vous pourrez faire. Oui, je pourrais faire un Radodi. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas le moment. Nous sommes dimanche. Et alors, est-ce qu'on peut être juif et franc-maçon, Patrick Haner ? C'est complémentaire ou pas ? Puisque vous êtes juif et franc-maçon. Et vous l'assumez ? Oui, je suis juif, franc-maçon, socialiste. Alors, je m'arrête là. En tant que tel. Non seulement je pense que c'est compatible, mais je pense qu'il y a effectivement une forme de complémentarité. Comment et pourquoi ? Parce que la recherche d'une forme d'idéal dans la société, la tolérance absolue, la liberté de conscience, je crois que ça touche, en tout cas à une certaine forme de judéité. Et c'est pour ça que je dis aussi que je vois parfois des mouvements très communautaristes ou radicaux dans la religion qui ne me plaisent pas, voilà, très simplement. Dans la religion, dans toutes les religions Dans toutes les religions, et aussi dans la religion juive. Et aussi dans la religion juive. Alors, parce que vous, juifs, vous en avez beaucoup parlé, notamment en ce mois de juillet 2015 à Lille, synagogue de Lille, vous inscrivez dans une histoire. Être juif, ce n'est pas un raisonnement, une croyance, un attachement, c'est avant tout une histoire de corps, une histoire qui vous prend au corps. Et vous disiez aussi, afficher sa judaïté n'est plus une question existentielle, mais une question politique.
Oui, avec la réserve de ne pas en faire un critère pour le choix des autres. Ça, j'insiste beaucoup. C'est ça aussi la laïcité. Hein. Oui, c'est aussi la laïcité. Mais ça me Et fait puis penser, c'est tout simplement être ça me fait un penser citoyen. à une blague juive, on peut ou pas? Bien sûr, allons-y. Une blague juive du rabbin qui remercie Dieu finalement. Enfin, non, même pas, c'est pas un rabbin, c'est un vieux juif qui remercie Dieu après toute une série de difficultés, de pogroms divers et variés. En disant à Dieu, mais merci Dieu de nous avoir choisis comme ton peuple, le peuple élu. élite, le peuple élu. Comme disait De Gaulle, peuple d'élite sur de l'élite dominateur. Voilà, alors, et ce peuple élu. Alors, mais il continue en disant, mais la prochaine fois, essaie d'en choisir un autre. Oui, c'est une véritable histoire juive. Alors, on va en venir à ce qui se passe au sein de la société française, à l'école, dans la société, dans le monde, éventuellement dans le politique. Aujourd'hui, il est difficile de donner certains cours de sciences ou d'histoire à l'école, d'enseigner la Shoah, la morale, la laïcité. Comment on se sort de ça? Comment s'assurer que on va oublier tout ça? Tolérance zéro avec ce qui pourrait aboutir à transformer des jeunes en ennemis, ou en tout cas en personnages à côté des règles de la République. C'est très difficile, disons-le. Vous savez, là aussi, votre remarque me fait penser à une intervention que j'ai faite juste après les attentats de l'Hypercacher et du Canard enchaîné. Et vous étiez de Charlie Hebdo. Et vous étiez à l'époque ministre. Exactement. Ministre de la Ville. J'étais ministre de la Ville. Et donc je vais avec une préfète dans une école dans la banlieue parisienne où je suis reçu par des jeunes de 13-14 ans. Très bien, d'ailleurs, pendant plus d'une heure, je me souviens. Ils se lèvent quand on arrive, quand les autorités de la République arrivent. Ils se lèvent quand on repart. Et au milieu, j'ai assisté à des choses qui m'ont terrifié. C'est-à-dire j'ai un souvenir très précis d'un jeune de 13-14 ans, très, très gentil, mais qui disait, mais Monsieur le Ministre, et je me souviens encore quasiment de ces mots, Monsieur le Ministre, comment se fait-il que les lois de la deuxième religion de France ne sont pas supérieures aux lois de la République? Mais s'il disait ça, c'est parce que ses parents lui ont appris ça. Parce que on a échoué quelque part. Il y a une rupture. Il y a une rupture dans le discours républicain. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Alors, ça veut dire que il y a un environnement à créer autour de ces enfants qui peuvent être perdus pour la République et perdus pour la société en général. Et quand il me disait ça, il n'y avait aucune agressivité, qui est pas de malentendu. Hein. J'avais pas devant moi un futur djihadiste potentiel, un futur terroriste potentiel. C'était un jeune qui ne comprenait pas pourquoi sa religion n'était pas supérieure aux lois de la République. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Alors, je ne cache pas que j'étais un petit peu interloqué. Mmh. Parce qu'on avait passé tout le temps à expliquer que ce qui s'était passé à l'Hypercacher, ce qui s'était passé à Charlie Hebdo, posait des problèmes majeurs. Et ils reconnaissaient que ça allait trop loin, qu'il y avait des morts, etc. Même si certains pouvaient penser, combien de fois on l'a entendu, qu'ils l'ont bien mérité, ils l'ont bien cherché, sur la famille consacrée. Donc, moi, ce que je pense, Monsieur Aziza, c'est que la chaîne de l'éducation républicaine doit être totalement reconstruite, notamment dans ces quartiers. De quelle manière? Quand le gouvernement décide de dédoubler les classes des petits, très bien, j'applaudis. On aurait pu avoir, nous aussi, à gauche, la même idée. Par contre, quand on enlève les emplois aidés dans les quartiers, dans le secteur associatif, quand on donne pas de nouveaux moyens à l'éducation... Qui, a priori, pour certains, va revenir dans le cadre du plan de relance. Oui, mais attendez, c'était en 2017 et nous sommes en 2020. Et on le fait toujours le dos dans les cordes, parce qu'il y a un événement extérieur. Je ne crois pas au ruissellement libéral qu'a évoqué le président Macron au début de son quinquennat. Peut-être que c'était jouable en pleine croissance et quand tout allait bien dans le meilleur des mondes. Ce n'est pas le cas. Et on voit bien que l'intervention de l'État est nécessaire. Et dans ces quartiers que j'ai bien connus, où il y a 5 millions de personnes qui font l'objet de ségrégation territoriale et de ségrégation ethnique, il faut appeler un chat. Quand Macron évoque la politique du peuplement, il a raison. Il y a une politique du peuplement qui ségrègue dans ces quartiers. Il faut la combattre par des moyens exceptionnels et pas uniquement du bitume et du béton. C'est-à-dire, on dit à chaque fois il faut un plan Marshall pour la ville. Oui. Il y en a eu quelques-uns comme de plans Marshall. Il y en a eu quelques-uns. Depuis les années 90. Oui, le premier ministre de la ville a été Michel Delbar, un ami de mon département, vous le savez. Mais il faut continuer. Oui, mais on se dit, est-ce que ça a servi à quelque chose?
Imaginez-vous ces quartiers sans politique de la ville. Mhm. Ce serait bien pire encore. Et aujourd'hui, attendez, je vous interromps une minute. Parce qu'en fait, ce qui remplace la politique de la ville, quelque part, en prenant des précautions aujourd'hui, dans ces quartiers, c'est la politique de la drogue. C'est la politique de la drogue et c'est les entre guillemets politique. C'est les prédateurs de haine, les prêcheurs de haine et les prédateurs de jeunes. Les islamistes et la drogue. Mais c'est lié. Ouais. C'est bien souvent lié. C'est le syndrome Molenbeek. C'est-à-dire. Donc en Belgique, Molenbeek, un quartier bien connu qui maintenant est assaini, semble-t-il, mais où vous avez des élus qui ont lâché prise et qui préfèrent la paix sociale à tout prix. Et si je me trompe pas, souvent sociodémocrate à Molenbeek. Enfin bon, bref. J'ai envie de dire, peu importe. Ouais. Le syndrome Molenbeek, c'est quoi? C'est des élus qui n'en peuvent plus, qui ne tiennent plus les rênes de la gestion publique. Ce sont des réseaux parallèles de financement, et ce sont des prêcheurs de haine qui s'autofinancent avec leurs amis dealers. À partir de là, vous avez des jeunes qui sont en totale perdition pour la monarchie, en l'occurrence en Belgique, mais aussi pour nous, pour la République, et qui sont ce terreau. En tant que ministre de la Ville, sur une radio périphérique, j'avais dit qu'il y avait une centaine de quartiers qui présentaient des similitudes potentielles avec Molenbeek. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis par rapport à ces quartiers? Moi, en tout cas, on a nommé les choses. Vous connaissez la phrase de Camus, il faut savoir nommer les choses pour éviter le malheur. Et donc à l'époque, le premier ministre, c'était Manuel Valls. On a eu un plan anti-radicalisation sans précédent, intégrant la lutte contre la radicalisation dans les quartiers prioritaires de la ville. Ça a été une commande de sa part, me disant, mais je veux que dans chaque contrat de ville, il y ait un plan de lutte contre la radicalisation, avec des moyens... Mais on n'est pas allé au bout. Non, c'est vrai qu'on n'est pas allé au bout, mais il y a eu une rupture, excusez-moi de le dire, très simplement en 2017. La rupture, c'est de dire, mais finalement, grâce à l'emploi, grâce à l'économie, grâce à la croissance, tous les jeunes qui le voudront pourront changer de trottoir et aboutir à s'intégrer dans la société. Ce n'est pas vrai. Et alors le plan séparatisme, enfin confortant les valeurs de républicaines, il va dans le bon sens ou pas? Est-ce qu'il va venir au Sénat? Vous êtes président du groupe socialiste au Sénat, est-ce que vous allez le voter? Alors, tout d'abord, il vient à l'Assemblée nationale et on verra bien comment il sort de l'Assemblée nationale. Bien sûr. 51 articles aujourd'hui, on verra bien comment il y en aura à la fin. Mais bon, alors, sur le principe... Il y a des aspects qui sont intéressants, je le dis, à votre micro, notamment sur tout ce qui touche à la question du financement des religions. Il faut poser la question sur la table, et là, effectivement, il y a des pistes intéressantes. De la même manière, le respect des femmes dans la société est un élément qui est aussi intéressant. On est plutôt quand même sur une logique régalienne. Il la faut. Il faut le renforcement de l'autorité de l'État, je n'ai pas de problème. Je dis qu'il faut une République forte. Et on nous dit, c'est ce que Emmanuel Macron a dit ces derniers jours, qu'il y aura ensuite un volet social. Une République forte. Un volet social et un volet en direction de la jeunesse. Une République forte et une République bienveillante. Le seul problème, M. Aziza, et sans rentrer dans la tambouille parlementaire, moi j'ai regardé quel est le programme d'action pour les prochains mois au Parlement. Programme donc des lois, des projets de loi et propositions de loi qui vont arriver. Il n'y a rien sur cette partie-là. Et ça va venir. Hier, j'étais en réunion avec Marc Fesneau. Nous étions en réunion. Je peux vous dire que il n'y a rien pour l'instant de programmé. Et moi, je ne veux pas d'un texte entre guillemets qui irait plutôt vers la sanction, vers la répression, sûrement nécessaire, notamment sur les questions de financement des religions, et qu'il n'y ait rien sur la bienveillance de la République. Il faut un équilibre. Et aujourd'hui, M. Macron marche plutôt sur sa jambe droite que sur la gauche. Sa jambe droite que sur la gauche. 2015 toujours, je vous cite. Les mitzvot sont les premières manifestations de l'engagement dans la tradition juive. C'est quoi les mitzvot en politique, Patrick Kanner? On continue à parler de votre engagement politique. C'est les mitzvot, c'est-à-dire les actes de bienveillance. Je vous ai parlé de bienveillance. C'est d'être à l'écoute de ses concitoyens, de ne jamais oublier d'où l'on vient. Et je sais d'où je viens, c'est-à-dire de familles pauvres, immigrées. C'est d'être disponible, de continuer. Vous voyez, moi, je continue à avoir des permanences toutes les semaines. Je n'ai jamais arrêté de faire des permanences pour écouter souvent la souffrance des habitants en matière d'emploi, en matière de logement, en matière de handicap, de jamais décrocher finalement de sa base. Et quelles que soient les responsabilités que j'ai eues, même en tant que ministre, je tenais à avoir ces contacts de proximité. Et je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas avoir la grosse tête et les grosses chevilles. Et ça veut dire être à l'écoute des gens, de vos électeurs, des citoyens.
Oui, mais c'est pas que des électeurs. C'est d'abord. Non, c'est pour ça que je parle des citoyens. C'est des citoyens, même si ils viennent pas pour vous élire. Non, mais c'est pas forcément vos électeurs. Voilà. C'est les électeurs au sens noble du terme. Et ne pas attendre de retour sur investissement. Le faire. Alors ça peut sembler curieux de voir ça d'un politique, mais c'est le faire sans espoir de retour électoral. C'est de le faire par vraiment générosité. Vraiment générosité. Alors vous avez parlé aussi en 2015 dans ce discours à Lille. Ça vous a impressionné ce discours? Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait des choses intéressantes, mais qui sont à mettre en parallèle avec la politique et avec la citoyenneté. Ouais. Vous dites être un juif engagé, c'est se préoccuper de son environnement. Hein. Quelque part, c'est d'être écolo. Quoi, hein. C'est votre interprétation du Tikkun Olam, la mission de l'être humain, qui est de réparer le monde, de réparer les dégradations de notre planète. C'est ça, être juif quelque part, c'est être un écolo? Être juif, en tout cas, ça contribue à ça. C'est d'être effectivement respectueux de ce que, pour les croyants, vous a apporté l'être suprême, dirait un franc-maçon, ou simplement de respecter votre environnement. Parce que on doit le donner à ses enfants, à ses petits-enfants, comme étant un don à protéger. Oui, je crois qu'il y a une filiation en la matière. Alors, pourquoi on se lance en politique, Patrick Caner? Pourquoi vous êtes lancé en politique? Qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager dès l'âge de 17 ans en politique? Oh, c'est la révolte. La révolte contre qui ou pourquoi? La révolte. Tout d'abord, quand on est adolescent, on est souvent révolté. Je suis toujours inquiet de voir des adolescents trop bien dans leurs chaussettes. Ça m'inquiète. Oui, j'étais révolté. J'étais révolté contre mes parents. J'étais révolté contre une société injuste. Je vous assure, je n'étais pas un révolutionnaire agressif, mais il est vrai que je lisais beaucoup les textes proches de la fédération anarchiste, Bakounine, etc. J'étais habillé tout en noir pendant toute une époque, voilà, cheveux longs et tout en noir. Bon. Et c'est ça qui vous a conduit aussi quelque part à la franc-maçonnerie? Non. Ce qui m'a d'abord conduit, c'est je suis rentré au PS parce que très vite j'ai compris que la révolte n'était pas productive de changement réellement de société et je n'étais pas violent. Et donc j'ai été aspiré par cette dynamique extraordinaire à l'époque du Parti socialiste. Alors votre filiation, en 1975, c'était un projet politique qui s'appelait Changer la vie. C'était une stratégie électorale que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Union de la gauche. Ça peut faire sourire avec le recul, et c'était surtout une incarnation qui était assez extraordinaire avec François Mitterrand. François Mitterrand, et donc vous étiez à Lille, l'incarnation c'était Pierre Mauroy. Pas tout de suite. Et vous avez commencé aussi avec Jean-Pierre Chevènement. Oui, c'est ça. Ma formation de base, elle est marxiste. Je le dis, ça reste très radio-J, tout ça. Hein. Elle est marxiste, et je ne le regrette pas parce que c'est une compréhension de la société qui est extrêmement intéressante aujourd'hui encore. Mais après, j'ai quitté le CRS, parce que c'est le mouvement donc de Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement, parce que la tendance souverainiste et presque anti-européenne de Jean-Pierre Chevènement ne me convenait déjà pas. À l'époque. À l'époque, c'était dans les années 82, 83. Ah oui, donc c'était après l'élection de François Mitterrand. Oui. Donc Mitterrand a beaucoup compté pour vous, Pierre Mauroy aussi. Oui, Pierre Mauroy plus que François Mitterrand, parce que j'ai croisé très peu de fois sur les doigts de la main François Mitterrand. Mais Pierre Mauroy, voilà, il a été mon père en politique et surtout un modèle en termes de bienveillance, je reprends le mot tout à l'heure, d'attention aux autres. Je crois qu'en politique, il faut savoir être attentif aux autres, non pas pour, j'ai envie de dire, être dans une empathie qui serait populiste, mais dans une empathie rassurante pour les autres, mais aussi pour vous-même finalement, parce que on revient à la notion de mitzvah que vous évoquiez tout à l'heure. Mais à l'époque, les hommes politiques avaient une réelle prise sur le réel et les grandes décisions. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. La mondialisation nous a écartés par définition du pouvoir d'agir, mais le pouvoir de vivre, pour reprendre une expression connue dans d'autres milieux, on peut continuer à agir. Il y a des choix de société qui aujourd'hui doivent nous permettre de rééquilibrer finalement ce qui est une injustice profonde. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, je me bats
depuis maintenant 3 ans pour que ceux de nos concitoyens qui ont finalement le plus profité du bouclier fiscal de M. Macron puissent, dans cette période de crise, période de guerre, pour reprendre une expression qui était utilisée au début de la crise sanitaire, eh bien, puissent contribuer à l'effort collectif. Et que cet effort collectif soit équitable, donc éthique. Donc une taxe. Et donc, une contribution... Une taxe. Ça, oui, enfin, moi, j'ai pas peur du Un mot impôt taxe. supplémentaire. La contribution à l'effort collectif en fonction de ses moyens. L'acceptabilité finalement des efforts passe par le consentement à l'impôt. L'impôt, pour moi, ce n'est pas... on dit moins d'impôts. Mais l'impôt, c'est la capacité aussi à pouvoir répartir justement les richesses. Et j'aimerais qu'un jour on ait un débat philosophique, celui finalement qui a existé en 1789. Parce que le consentement à l'impôt est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et bon, et on voit aussi que quand on augmente les impôts, c'est pas pour ça qu'on résout les problèmes. Oui, parce qu'il faut que l'impôt soit juste. Il faut que ce soit juste. Mais en tout cas, ce que je vois aujourd'hui, c'est que la baisse des impôts pour les plus favorisés n'a pas réglé le problème de la pauvreté. Aujourd'hui, il y a 1 million de plus de pauvres. 9 millions de nos concitoyens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce qui vous conduit quelque part à dire que le clivage gauche-droite existe toujours ? Ah, mais moi, je le revendique. Monsieur Macron, finalement, a voulu instaurer une idée, plus de gauche, plus de droite, le tout en même temps, tout à la fois. Et finalement, ça a brouillé complètement les pistes. C'est une illusion. Le macronisme est une illusion. D'ailleurs, tellement une illusion qu'aujourd'hui, monsieur Macron chasse à droite. Très clairement. Et je crois que c'est son choix. Pourtant, vous l'avez côtoyé quand vous étiez ministre. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Ah, écoutez, ça, faut lui poser la question à lui. Mais moi, j'ai côtoyé un ministre à l'époque. Et on a même dit que vous étiez très proche de lui, puisqu'il a été ministre, il était proche d'Emmanuel Valls, et que vous aviez hésité à voter pour lui à la présidentielle. Oui, ça a été évoqué, ça. Mais bon, je suis resté fidèle à mes idées. Ouais. Et j'ai évoqué... Vous disiez plutôt Macron que Hamon à l'époque. J'étais déçu par la candidature de monsieur Hamon, qui d'ailleurs n'est plus socialiste. Et je lui avais reproché, finalement, de ne pas se mettre dans les traces de François Hollande, mais même de vouloir effacer les traces de François Hollande. Et il l'a payé cash à 6%. Voilà, jamais un score, ou presque jamais, n'a été aussi bas pour les idées socialistes que je défends depuis tant d'années. Donc, il a échoué, il est parti, assez lamentablement, pour aujourd'hui être à la tête d'un parti politique qui se rapproche des Verts, finalement, et c'est son droit le plus strict. Je considère que Emmanuel Macron, au travers de son projet politique, pouvait être un nouveau Mendès France. Et finalement, il est devenu un nouveau Giscard. Un nouveau Giscard, mais donc ça veut dire que... je le combats. Et donc je le combats frontalement. Et donc, vous considérez qu'aujourd'hui, vous disiez, Benoît Hamon a voulu se détacher de François Hollande. Emmanuel Macron essaie de gommer le bilan de François Hollande ? En tout cas, il est dans une logique d'amnésie totalement assumée. C'est clair. Finalement, il essaie de faire oublier qu'il a été le secrétaire général adjoint de l'Élysée, qu'il a été le ministre de François Hollande. Finalement, il essaie de faire oublier qu'on lui a fait confiance. Est-ce que cette confiance était bien placée ? À lui d'y réfléchir. Qu'est-ce qui fait le bon gouvernant, Patrick Kanner ? Le bon gouvernant ? Ouais. C'est déjà quelqu'un qui a une expérience locale. Donc c'est pas le cas d'Emmanuel Macron, c'est ce qui lui manque. Et je crois que ça lui manque, ouais. Réellement. Le fait de blanchir le harnais quand on est élu local, quand on a eu des responsabilités locales, c'est aussi une proximité, une compréhension de la société qu'on ne peut pas avoir dans les livres ou dans une société économique pure. Et donc il ne l'a pas. Alors quand je dis ça, ce n'est pas un reproche existentiel, mais il ne l'a pas. Il a réussi à atteindre le pouvoir suprême dans des conditions extraordinaires. D'ailleurs, lui-même a évoqué le mot d'effraction devant la presse élyséenne, en disant mon élection est une effraction. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Il a bénéficié quelque part du contexte de 2017. C'est un contexte extraordinaire. On a dit que les planètes s'étaient alignées de manière spectaculaire autour de sa tête. J'ai une autre métaphore. Je dis, c'est un joueur de Monopoly qui est passé de la case départ à la case rue de la Paix sans passer par les cases intermédiaires. C'est à peu près ça. Et alors, il est président de la République. Alors oui. vous, Patrick Kanner. Ça, je le reconnais, il est pas dans la République. La question, c'est
Qu'est-ce que c'est que le macronisme? Qu'est-ce que c'est que la colonne vertébrale idéologique du macronisme? Et pour vous, c'est quelque chose ou c'est rien? Je ne la connais pas. Vous Vraiment, la connaissez pas. je ne la connais pas et je crois que le macronisme disparaîtra avec Emmanuel Macron. À moins qu'Emmanuel Macron, comme il le fait de plus en plus, se rapproche de la droite et devienne le candidat de la droite libérale, soutenu par Estrosi, Hubert Falco, ou M. Béchu, maire d'Angers. Alors, vous devenez en 2011 président du Conseil général du Nord, ministre de la ville de Manuel Valls en 2014. Vous présidez aujourd'hui... De la ville, de la jeunesse et des sports. De la ville, de la jeunesse et des sports. J'insiste sur les sports aussi. C'est important. Ouais. Et vous présidez aujourd'hui le groupe socialiste au Sénat. Vous l'avez un peu expliqué il y a quelques instants. Qu'est-ce qui fait que vous soyez resté au PS en dépit de votre proximité avec Manuel Valls? Tout d'abord, je pense que c'est Manuel Valls qui s'est écarté du PS. Oui, mais vous aurez pu suivre. Je l'ai pas suivi. Je l'ai pas suivi. Je l'ai soutenu aux primaires. Oui, tout à fait. Face à Benoît Hamon, face à Arnaud Montebourg, face à Monsieur de Rugy. Je l'ai soutenu. J'ai toujours pensé que c'était pas une bonne idée qu'il se présente. Moi, je lui avais dit, avec d'autres d'ailleurs, qu'il aurait dû aller jusqu'au bout de sa fidélité et loyauté par rapport à François Hollande et donc de ne pas quitter Matignon. Mais François Hollande a créé les conditions pour qu'il quitte Matignon parce que lui-même n'était pas candidat. Je pense qu'aujourd'hui, si vous posez la question à François Hollande, il serait candidat. Mais on ne fait pas l'histoire. On ne fait pas l'histoire. On ne fait pas l'histoire. Donc Manuel Valls est parti sur d'autres voies. Il avait cet équilibre entre autorité de l'État et justice sociale. Il est maintenant plutôt sur un discours purement régalien. Ce n'est pas le mien. Je pense qu'il faut marcher sur ses deux jambes. Une République forte et bienveillante. Permettez-moi de réinsister sur le sujet. 2015, vous disiez que notre pays doute que la République doit reconquérir les esprits et peut-être encore plus les cœurs. Est-ce que 5 ans après, c'est pas le même problème qui s'oppose? Si, bien sûr. Bien sûr, on a un décalage extraordinaire entre les politiques et les besoins de la société. Et c'est pour ça que s'il y a des interstices à la République, eh bien certains s'y engouffrent. Que ce soit l'extrême droite, que ce soit le populisme qui peut être porté par Monsieur Mélenchon, que ce soit les prêcheurs de haine salafistes et islamistes. Donc oui, quand la République est faible, eh bien, certains vont s'engouffrer pour la rendre encore plus faible. Et donc, il faut avoir une force de résilience et surtout une vision prospective qui donne de l'espoir à nos concitoyens. Et aujourd'hui, nos concitoyens, alors certes, il y a eu en plus la crise sanitaire qui n'arrange rien, disons-le. Comme je l'ai dit récemment au président de la République lors d'un déjeuner à l'Élysée, où il recevait les chefs de groupe du Sénat avec Gérard Larcher. Il dit, Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas de bol. C'est vrai, il n'a pas eu de bol. Mais c'est parce qu'il n'a pas eu de bol qu'il devrait aujourd'hui encore plus jouer sur la carte sociale. On a besoin de solidarité. Il faut de la solidarité en direction de nos concitoyens qui sont les plus fragiles. Sinon, vous verrez, la crise des Gilets jaunes, elle sera puissance 10 en cette année 2021. Alors, vous parlez de la crise des Gilets jaunes, justement. Est-ce que vous comprenez, depuis 2 ans, depuis le début de cette crise des Gilets jaunes, cette haine contre Emmanuel Macron? Jamais, effectivement, un président de la République n'aura été autant caricaturé. Enfin, moi, je n'accepte pas qu'on puisse brûler l'effigie le portrait du président de la République. Pour moi, brûler le portrait de la République, c'est brûler le drapeau français. Disons-le clairement. Je combats politiquement Emmanuel Macron, mais je respecte l'homme et la fonction qu'il occupe, parce que c'est une fonction que nous-mêmes nous avons occupée et qu'on espère occuper un jour. Quand je dis nous-mêmes, les socialistes. Je vous rassure, je ne suis pas candidat à la présidentielle. À partir de là, il faut lui-même qu'il puisse être dans une forme d'autocritique. Le seul problème avec Emmanuel Macron, c'est que à 2 reprises, quand il a fait une intervention au Congrès de Versailles en 2017 et en 2018, il n'y a pas eu de nouvelles interventions. À 2 reprises, il a dit, j'ai compris, je suis allé trop vite, je dois être dans une autocritique. Et alors vous dites, il a rien compris? Ouais. Il l'a fait aussi à l'occasion du grand débat. Rappelez-vous, toutes ces grandes déclarations. Mais je pense que le naturel revient c'est naturel qui revient au galop, c'est la crise qui a tout changé, la crise sanitaire qui a tout changé. Le naturel revient au galop, et la crise n'a rien amélioré. Et moi, j'espère que cette fin de quinquennat n'aboutira pas à une forme de bunkérisation du pouvoir, symbolisé par le fameux Conseil de défense, parce que s'il y a un bunker, il y aura des gens au pied du bunker pour le faire exploser. Et moi, je ne le souhaite pas. Je souhaite une société apeisée en ce début d'année 2021. Ça veut dire on peut être au bord d'une explosion sociale? Oui, bien sûr. Oui. Alors, vous savez, quand vous avez 9 millions de gens en dessous du seuil de pauvreté, 1 million de chômeurs de plus qui se préparent malheureusement avec la crise sanitaire, il faut plus que jamais un État
qui soit attentif à cette détresse sociale. C'est la priorité des priorités. Bien sûr, encore une fois, un État qui fait respecter les lois, qui peut-être toilette la notion de laïcité, et encore, est-ce que la laïcité a besoin d'être toilettée? Il en a besoin simplement d'appliquer les règles aujourd'hui, mais en aucune manière, considérer que le social soit simplement la cinquième roue de la charrette. Alors, dans un peu plus d'un an, Patrick Caner, la présidentielle, avril et mai 2022, on a du mal à croire que ça peut être cette fois-ci le tour de la gauche et le tour du PS. Au moment où nous parlons en ce début d'année 2021, vous avez raison. Vous avez raison. Nous n'avons pas encore vraiment de projet. Nous n'avons pas encore vraiment de stratégie électorale et nous n'avons pas encore d'incarnation. Donc ça fait beaucoup, je vous le conseille. Donc il faudra aller très très vite si on veut pouvoir exister. C'est-à-dire décider de tout ça quand? Moi je considère que à l'automne 2021, il faut que nous soyons en ordre de marche, pour ne pas dire en ordre de bataille. Et pour moi, ça repose sur un triptyque que je défends partout où je passe. Le triptyque d'abord de la République, la République jusqu'au bout. La laïcité, bien sûr, la reconnaissance du service public, le consentement à l'impôt que je vous ai évoqué tout à l'heure. Au milieu de tout cela, le social. Deuxième élément de ce triptyque. Le social, la justice sociale, qui me paraît absolument impératif dans cette période. Et puis, l'environnement, l'écologie. Et c'est sur cette base-là que je pense la gauche pourra totalement devenir crédible et surtout reparler au cœur des Français. Alors vous dites l'incarnation, est-ce que c'est vrai que pour vous l'incarnation, c'est Anne Hidalgo? Elle est dans la solution. Non mais est-ce que c'est pour vous, c'est votre candidate? Non, au moment où je vous parle, je n'ai pas de candidat. J'en avais, je vous cache pas, c'est vrai, j'en avais un. François Hollande? Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, qui était d'ailleurs soutenu par François Hollande, mais manifestement, aujourd'hui, Bernard Cazeneuve s'interroge. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de respect. Il a été un très grand ministre de l'Intérieur, et on peut comparer aujourd'hui avec ceux qui lui ont succédé. Pas de commentaires particuliers. C'était pas un agité de Beauvau, Bernard Cazeneuve. Non, a priori, il n'en a pas envie. A priori, il n'en a pas envie. Clair. Je le regrette. Bon. Je vous dis, je le regrette sincèrement. Et donc, il nous faut un candidat, parce que je ne me résous pas à ce qu'il n'y ait pas de candidat socialiste, en tout cas de la social-démocratie, à cette élection. Anne Hidalgo coche beaucoup de cases. Naturellement, mais elle n'est pas la seule. Il peut y avoir d'autres. François Hollande, vous croyez à son retour ou pas? François Hollande doit aider. Donc pas candidat, mais il doit aider. Il doit aider. Dire qu'il serait illégitime serait faux. Donc, vous voyez, vous allez me dire, je tourne autour du pot. Vous dites pas grand-chose. C'est vrai. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a actuellement encore dans le pot. Et donc, dans toutes les hypothèses, je souhaite qu'il y ait un candidat ou une candidate, parce que c'est notre devoir. La social-démocratie, aujourd'hui, a encore un avenir dans ce pays. Je dirais même qu'on a besoin de cette social-démocratie pour répondre aux préoccupations de justice sociale dont on a parlé tout à l'heure. Et puisque nous sommes en début d'année 2021, Patrick Caner, quels sont vos vœux pour 2021? Est-ce que vous en avez quelques-uns en tête? Déjà fermer la page de 2020, c'est déjà un vœu. En tout cas, que ce soit pas pire que 2020, 2021. Voilà, nous sommes encore dans la crise sanitaire, bien évidemment. Moi, ce que je souhaite, alors pour les Français, c'est qu'ils retrouvent une perspective. J'ai envie de dire une foi dans la République. Puisque nous sommes aussi sur Radio J, une foi dans la République. Une foi dans la République. Une République qui met tout en œuvre pour que ces valeurs et ces fondamentaux ne soient pas fragilisés par ses ennemis. Et on aura besoin de tout le monde sur le pont, et notamment ceux aujourd'hui qui pensent que la République les a oubliés. Donc mon vœu, c'est le vœu du rassemblement. Le vœu du rassemblement, il vous dit donc bonne année à tous. Bonne année. Voilà, à Giteyur et à Gizinteyur. Merci, bonne année aussi à tous nos auditeurs. Et puis, merci en tout cas Patrick Caner d'avoir répondu à notre invitation. Et à dimanche prochain. Merci. Merci Frédéric.